La première édition du Club utilisateur régional compte qualité s'est tenue dans la région Pays de Loire à Angers le 22 avril 2016. Ce dispositif vise au partage d'expériences entre les professionnels de santé ainsi qu'à consolider l'appropriation du dispositif compte qualité par les utilisateurs en capitalisant sur le retour d'expérience. C'est ainsi qu'une table ronde qui réunissait des représentants d'usagers, des directeurs, des médecins et des responsables qualité avait pour mission de traiter le sujet suivant, le compte qualité, dispositif opérationnel et décisionnel. Le docteur Elisabeth Raucourt, chef du pôle médecine urgence au CH de Saumur, présente sa perception du compte qualité. Moi j'ai une double casquette de chef de pôle et urgentiste, raison pour laquelle je suis pilote de la thématique qui concerne les urgences. Donc en effet le compte qualité nous met réellement sur le terrain et reprend en effet à partir des risques, on se rend compte en effet des risques encourus, mais sur une version qui est beaucoup plus positive que lors de la certification précédente. Et on arrive à mieux travailler avec les groupes de travail et avec le personnel. Ce n'est pas toujours aussi facile pour les autres pilotes parce que les médecins n'ont pas toujours cette culture de qualité, mais en effet, on voit une nette amélioration par rapport à la certification précédente. Son collègue Pierre Beck, directeur adjoint dans le même établissement, complète son analyse. Oui, donc sur l'aspect décisionnel, effectivement l'idée c'est de faire en sorte que le compte qualité soit un instrument de management de l'établissement. Donc là, bien sûr, il faut que ce compte qualité soit lisible pour le top management, direction générale, directoire, ça c'est essentiel. Donc on y travaille et c'est un reformatage peut-être du compte qualité pour que le top management prenne les décisions d'affectation des ressources qui soient les plus judicieuses. Donc là-dessus, effectivement, il y a du travail à faire. Si le plan d'action sont bien faits, la grille PDCA est extrêmement performante quand on l'applique bien, puisqu'effectivement, pour le top management, il y a bien l'identification des moyens qui sont requis et l'effectivité des moyens dans les services. Donc avec ça, on a vraiment des outils très, très puissants de management de la gestion des risques. Et également, quand on décline tout le PDCA sur la partie évaluation au tableau de bord, il est tout à fait essentiel qu'on progresse de façon à ce qu'effectivement le top management puisse prendre les décisions d'affectation des ressources assis sur une véritable évaluation des actions en place et des actions d'amélioration. Donc effectivement, le compte qualité peut devenir, et c'est tout à fait souhaitable, que ce soit un instrument de management des établissements avec un fort engagement de la direction générale. Et puis la question compliquée, c'est après le maillage avec le terrain, c'est-à-dire on est en gestion de pôle, donc avec l'élaboration d'un volet qualité-risque par pôle, sachant que le service reste quand même souvent l'unité de base de fonctionnement de nos hôpitaux, plus les GHT qui se superposent au service, au pôle. Donc tout ce maillage est extrêmement compliqué à envisager, mais enfin on est très optimiste dans les hôpitaux, donc je sais qu'on y arrivera. Benjamin Lapostole, directeur qualité du CHU de Nantes, analyse les modalités d'appropriation du compte qualité par le top management. Sur la première version du compte qualité, globalement, ça donnait quand même quelque chose d'assez lourd, parce qu'on avait quand même, en moyenne, on était sur 10-15 risques par thématique. Donc c'est vrai que vis-à-vis du top management, le document tel quel, en tout cas brut sous sa présentation complète, tel qu'il était en version Word, c'est pas forcément l'outil de travail en tant que tel, notamment devant un conseil de surveillance ou une CME. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas très utile vis-à-vis du top management. Effectivement, ça permet de faire remonter des arbitrages, c'est-à-dire de présenter les principaux risques et notamment sur des risques importants, de prioriser les actions. Et surtout, il y a un engagement de l'établissement, c'est-à-dire qu'il y a un plan d'action qui est dans le compte qualité qui va engager l'ensemble de la direction, l'ensemble, et avec des responsabilités, des échéances qui sont posées. Donc ça, je trouve que c'est très structurant, puisqu'après, ça veut dire qu'on a l'appui, d'une certaine manière, c'était validé par le top management, donc toute la chaîne hiérarchique dans l'hôpital doit se mobiliser sur ces actions. Donc c'est le reporting, ce que j'ai évoqué ce matin, avec les revues de processus qui permettent de vérifier que sur chaque thématique, que l'ensemble des actions avancent et que les indicateurs suivent, et puis du coup de solliciter les différents acteurs. Et c'est vrai que ça demande que ce soit, c'est un peu de la même façon que vis-à-vis des personnels de terrain, vis-à-vis du top management, ça demande
aussi une façon d'expliquer et de retranscrire de ressortir les risques du compte qualité, et je pense que ça peut difficilement se faire de façon telle quelle à partir de l'outil existant. Benjamin Apostol aborde ensuite la déclinaison par pôle du compte qualité et le potentiel de mobilisation des équipes. Sur la mise en œuvre des actions dans le compte qualité, souvent j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux dans les actions. C'est-à-dire qu'on a des actions qui vraiment relèvent des pilotes de la thématique ou des directions référentes, et là c'est des acteurs qui sont au clair sur ce qu'ils ont à faire et à quelle échéance. Donc là-dessus il n'y a pas trop de difficultés, si ce n'est le temps qui passe vite. Après il y a des actions qui sont à décliner dans les pôles, au niveau des directions de pôle, des cellules qualité de pôle. Donc là, pour moi, c'est là que ça doit se décliner vers les contrats de pôle. On doit retrouver dans les contrats de pôle les principaux axes du compte qualité. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est toutes les actions qui sont plus de la sensibilisation. Donc il y a des outils de communication qui vont être développés par les pilotes. Et après, c'est la mise en œuvre vraiment par les professionnels de terrain. Et c'est là qu'on rejoint toute la communication sous forme d'affiches, ce qui a été évoqué, d'affiches, de guides, etc., de formation. Madame Marco, directeur qualité du CHU d'Angers, illustre avec la thématique prise en charge du médicament. Sur le médicament, par exemple, je vous le disais, on avait beaucoup de risques, donc on est en train de regarder quelles vont être les actions qu'on va pouvoir mener d'ici 2 ans, même les actions qu'on peut mener d'ici le mois de mai, d'ici le mois de septembre. Donc on a comme ça une priorisation sur l'ensemble des risques qu'on avait définis. Il y a des risques pour lesquels on va les reporter, on va peut-être les annuler parce qu'on sait qu'il y a une maîtrise, et donc ce compte qualité avec la hiérarchisation, la criticité va nous permettre d'affecter des moyens, des ressources pour prioriser ces risques. Pierre Bec rebondit sur la mobilisation des indicateurs dans le compte qualité. Précision concrète sur ce qui pose problème parfois, ce sont les indicateurs. Donc normalement, il faut sur un processus, on peut savoir identifier des indicateurs pertinents de qualité du processus. Pour les urgences, effectivement, l'idéal c'est d'avoir une petite dizaine d'indicateurs, mais peut-être un peu moins, qui montrent à l'évidence que le délai de prise en charge des patients est correct, que la filière longue et la filière courte est bien identifiée, que l'aval du patient âgé est pris en charge très en amont. Quelques indicateurs de processus et pas des indicateurs thématiques, ce qui est un petit peu notre formatage culturel assez souvent. Et donc ce qui pose problème, mais l'analyse par processus le permet d'identifier avec les événements indésirables et l'analyse de risque a priori, d'identifier véritablement les indicateurs pertinents, pas trop, qui soient des instruments de pilotage pour les chefs de pôle et les responsables de thématiques, de l'efficacité des actions menées. C'est là-dessus qu'il y a un gros travail à faire d'identification d'indicateurs de pilotage qui soient cohérents, qui soient exhaustifs, mais pas trop. Geneviève Baheux, directeur des soins et directeur qualité à la clinique de l'Anjou, analyse la mobilisation des équipes sur les plans d'action. C'est vrai qu'à partir du moment où les comptes qualité sont élaborés dans la hiérarchisation des risques et dans la recherche de plans d'action par des groupes de travail, ça facilite bien évidemment, de par la méthode participative, d'emblée l'adhésion à ces plans d'action. Les plans d'action sont quand même beaucoup plus riches, puisque si on le fait entre qualiticiens, direction, il y a des actions sur lesquelles on va peut-être se censurer. Enfin, j'ai encore l'exemple cette semaine. Les médecins ont proposé une action d'amélioration que je n'aurais jamais osé leur proposer en me disant « ils ne voudront pas ». J'étais très agréablement surprise. Et puis d'autres solutions. Par contre, il y a des fois aussi des idées. C'est vrai qu'on a fait le choix au niveau de la direction d'être présent à chaque groupe. La taille de l'établissement le permet sans doute d'avoir un membre de la direction présent toujours. Mais ça permet aussi d'emblée, si on part dans une solution utopique, de dire non, ça, c'est pas d'actualité, c'est pas la priorité du jour. Donc voilà, ce qui fait que les plans d'action qui sortent doivent être déjà pragmatiques, effectivement. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est ça. Benjamin Apostol salue la montée en compétence des pilotes de thématiques. Tout ce qui me frappe, c'est le chemin parcouru par les pilotes de thématiques. Je repense à il y a 2 ans et quelques, quand en 2013, quand on commençait à vraiment les mettre dans la démarche, à aborder le compte qualité, etc. Certains étaient déjà un peu dans cette logique, mais il y en avait, ils étaient quand même très loin. Et je trouve qu'aujourd'hui,
Là, on commence à être dans l'actualisation du compte qualité, les revues de processus, etc. Je trouve qu'en termes de vocabulaire, ils sont vraiment, pour beaucoup, rentrés dans cette logique-là, et notamment au niveau médical. Et ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Et à travailler effectivement ensemble, tous métiers confondus, sur la thématique. Madame Pozza, présidente du 6 Pays de Loire, témoigne de l'implication des représentants des usagers et poursuit sur la nécessité de former les représentants des usagers pour l'exercice de leur mission. Du démarrage, parce que on est encore sur une période de démarrage au niveau de la participation des représentants d'usagers. Ce compte qualité me paraît être quelque chose de tout à fait positif. Je suis peut-être un peu utopiste sur ce que l'on peut en attendre, mais je pense que ça va exactement dans le sens qui était nécessaire pour être dans une cohérence qui permette à tous les acteurs, et toutes les personnes qui vont intervenir à un degré ou à un autre sur ce compte qualité, de pouvoir être dans un discours et dans un dialogue commun, dans la mesure où nous avons une lisibilité et une simplification qui est très nette par rapport à ce que nous avions auparavant. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est relevé de façon tout à fait positive. Donc cette lisibilité, cette grande simplification aussi, avec un accès donc journalier permanent qui va être plus propice aussi à soulever et à faire remonter certains éléments. Madame Charton, représentante des usagers au CHU de Nantes, renchérit sur le rôle des usagers. En tant que représentante des usagers, je suis entièrement d'accord avec, évidemment, ce que vient de dire Véronique. Un représentant des usagers a vraiment besoin d'être formé. Et puisque tout à l'heure, j'ai entendu la phrase, en fait, que la recherche du compte qualité, c'était l'amélioration du service rendu aux patients, qui, mieux que le représentant d'usagers, peut en fait être le porte-parole de cette amélioration. Voilà, moi c'est ainsi que je vois mon rôle et c'est ainsi que j'interviens au niveau par exemple de la CRUC-PC pour justement être le porte-parole à tous les instants de la parole de l'usager du patient. Donc sur notre sujet de cet après-midi, une participation à la décision finalement. Oui, et puis surtout en fait, comment est-ce que je peux vous expliquer le fait qu'il n'y ait pas d'écart entre ce que peut penser quelqu'un qui remplit le compte qualité et ce qui a réellement s'est passé. C'est ça la différence, si vous voulez. Souvent, en fait, il peut y avoir une interprétation. Or, le rôle du représentant d'usager aujourd'hui, c'est justement d'être cette parole du patient en disant, ben voilà, en réalité, c'est ça qui s'est passé, c'est ça que dit le patient, c'est ça, enfin, l'erreur, elle s'est passée à ce moment-là. Et il n'y a pas d'interprétation. Vincent Poupard, responsable qualité à la clinique des Prés, insiste sur le lien avec le projet d'établissement et analyse le compte qualité comme un outil réel pour le pilotage. Et au niveau de pilotage décisionnel, c'est vrai que le compte qualité, ça aide quand même à prendre des décisions, puisque nous, on avait mis en place un comité de pilotage, justement, où avec des points thématiques hebdomadairement. Alors, on ne parlait pas forcément tout le temps du compte qualité, mais ça permet d'avoir des avancées. Et enfin, que le PAC se soit reconnu par les équipes soignantes et qui nous permettent d'avancer. Donc après, le lien avec le projet d'établissement, c'est vrai qu'on a une politique qualité et gestion des risques qui s'implique clairement au travers du compte qualité avec des axes et des objectifs à définir et à suivre. Noémie Terrien, de la structure régionale d'appui Quali-Santé, insiste sur la nécessité de se structurer au plan méthodologique et sur le rôle des structures régionales d'appui dans ce domaine. Mais effectivement, ça a été la problématique première quand les établissements ont vu le compte qualité apparaître, c'est que la HAS n'a dit on n'impose pas de méthode d'analyse, vous avez déjà plein de choses dans vos établissements, donc faites avec, je caricature un peu, mais faites avec ce que vous avez et puis vous allez pouvoir identifier les risques. Alors sur le papier ça peut paraître assez pédagogique et assez simple, en réalité ça l'est beaucoup moins.
Donc ça a été un petit peu toute la force de la réflexion des structures d'appui, c'est de se dire, bon ok, on a d'un côté le référentiel, on a d'un côté tout ce qui existe, hein, les EPP, les systèmes de signalement d'événements indésirables, les évaluations externes, les évaluations internes. Il y a déjà tout un terreau intéressant pour être en capacité d'identifier ces risques. Donc c'est aussi de trouver une méthode qui permette de faire de l'analyse de processus en intégrant le PDCA, parce que c'est vraiment essentiel, qui parle aux professionnels de terrain. Donc éviter ce langage qualité trop qualiticien pour permettre d'identifier les risques. Et c'est vrai que dans les approches qu'on a pu avoir avec les différents établissements, l'approche qui nous a paru la plus facile, ou du moins la plus appropriable par les professionnels de terrain, c'est bien l'analyse de processus. En disant, ben voilà, mon patient, il fait tel parcours, et dans telle situation, quelles sont les données qui vont me permettre d'identifier les défaillances, les dysfonctionnements et les risques associés à chacune des étapes. Et ça a été vraiment les messages pédagogiques que chaque structure a essayé de faire passer. C'est effectivement aller à partir des éléments que vous avez déjà, pouvoir identifier des situations à risque et comme il a été dit à nombreuses reprises, ne pas se retrouver avec un catalogue, mais pouvoir utiliser ce substrat et identifier un plan d'action pertinent et adapté à la vraie vie, aux situations réelles. Geneviève Baheux rebondit sur la méthodologie et mesure le risque que l'on prend à afficher ces risques. C'est vrai que je rejoins ce qui est dit, l'analyse de nos indicateurs. Là où on a des indicateurs, c'est là où on a déjà des audits et c'est là où on avait déjà repéré qu'on avait des éléments de surveillance à apporter et on voulait avoir des résultats. Donc effectivement, il y en a qui sont encore pas bons. Là, c'est assez simple de travailler dessus, mais le travail du compte qualité permet de rechercher des risques auxquels on n'a pas forcément pensé en dehors des indicateurs. On n'a pas un risque, un indicateur aujourd'hui, ça nous permet d'en développer de nouveaux. Je rejoins aussi Noémie sur le syndrome page blanche, qui est vraiment quelque chose qui relève presque de la prise de risque pour les établissements. Ça a été évoqué ce matin. Monsieur Maurice nous a beaucoup rassurés sur cet aspect-là. Mais c'est vrai que se retrouver devant cette page blanche, qui écrire et qu'écrit-on et quels risques prend-on par rapport à nos risques, c'est une liberté. Je crois que c'est vraiment par contre le rôle du management de rassurer et d'assumer que oui, on le sait, rien n'est parfait dans nos établissements et qu'on tend vers. Mais c'est une bien moins mince affaire que ce que l'on a l'impression. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de l'ordre du changement, oui, de paradigme peut-être, oui. Ce retour d'expérience et ces analyses mettent en évidence le niveau d'intégration managériale que permet le compte qualité en termes de pilotage des démarches d'amélioration de la qualité et de management des risques, ainsi qu'en termes d'animation des équipes et de mobilisation des professionnels. Une prochaine table ronde lors d'une réunion du club utilisateur compte qualité régional permettra d'identifier les leviers pour l'implication des professionnels lors de l'identification et de la maîtrise des risques.